Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, épisode un peu plus tranquille, un peu plus court probablement, on verra bien, sur cette question: une constitution parfaite et universelle peut-elle exister? Alors, vous vous en doutez probablement, ma réponse va être oui. Enfin non, ma réponse va être non à la question, et oui, la Constitution est contextuelle. Enfin, elle est contextuelle, elle dépend d'un contexte. Contextuelle, je suis pas sûr que ça se dise. Dans un premier temps, elle est dépendante, du coup, du contexte matériel. J'ai séparé contexte matériel et un autre type de contexte qui est social, culturel, politique, dans une deuxième partie. Alors, prenons d'abord un premier exemple. En fait, j'en ai trouvé deux grands exemples. Après, il y a peut-être d'autres dépendances, mais il y a surtout deux grosses dépendances qui disons, sauté aux yeux directement. D'abord, la dépendance à la démographie. Par exemple, si vous voulez une démocratie directe, où chacun participe à l'ensemble des décisions, si vous êtes quelques-uns, pas de problème, ça peut se faire. Si vous êtes un peu plus nombreux, ça commence à être difficile. Là, ça devient un peu compliqué pour répartir la parole. Ici, là, on voit ce stade énorme où il y a peut-être plusieurs centaines, voire même quelques milliers de personnes. Ça commence à être compliqué à organiser, il faut organiser des roulements, peut-être, ce genre de choses, pour la parole, pour le vote, c'est un peu compliqué, la main levée, c'est compliqué. Et puis là, si on prend un pays, par exemple, ce pays est fictif, ce serait l'Afro-Eurasie avec un petit bout de l'Indonésie, donc Afrique, Europe et l'Asie, là, qu'on voit sur cette image de la Terre, en fait, cette icône de la Terre où on voit les trois continents, Afrique, Europe, Asie, et un petit bout de l'Indonésie. Imaginons que ce soit un seul pays, ce qui n'est pas le cas. Là, bon courage pour avoir une démocratie directe, d'autant plus s'il n'y a pas d'internet, ce genre de choses. Hein. Après, l'internet peut aider aussi à faire la démocratie directe, mais bon, pour que tout le monde s'entende, que tout le monde parle et que tout le monde participe à la décision, c'est compliqué. Quand la démographie fait que, enfin, quand il y a trop de monde, quand il y a plus de monde, la démographie peut avoir un impact, peut avoir aussi un impact notamment sur la gestion même. Si avec des très 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 gros pays, il faut peut-être mieux une déconcentration, disons, et au moins une décentralisation, voire même plutôt faire un État fédéral, pour que ce soit pas trop, disons, qu'il y ait des dirigeants qui soient pas trop éloignés, des décideurs, des représentants politiques qui soient pas trop loin, des représentants de l'État qui soient pas trop loin, trop éloignés de la population. Par exemple. Autre dépendance matérielle que j'ai trouvée, dépendance aux distances, aux moyens de transport et ou aux technologies de communication. J'ai regroupé tout ça ensemble parce que c'est quand même assez lié, vous allez le voir. Là, on peut encore penser à la démocratie, à la mise en place d'une démocratie directe, qui est un très bon exemple des différentes limites matérielles qui peuvent faire qu'une constitution dépend d'un contexte. Prenons, là, c'est la Russie. Prenons la Russie, par exemple, comme exemple. C'est un très très grand pays, il y a de très très grandes distances. Bon, pour faire la démocratie directe, réunir tous les samedis à Moscou ceux qui viennent de l'autre bout de la Russie, bon courage. Surtout si vous n'avez pas de moyens de transport adéquats pour ça. Si vous êtes à pied ou en train, en TGV, là, train à grande vitesse, ça va pas être la même chose. Même en France, par exemple, s'il faut se déplacer, si on fait une démocratie, disons, semi-directe, et qu'il n'y a pas de moyen de communication, et qu'il faut se rendre à Paris pour faire des grandes réunions de vote ou tout ça, bref, ça devient compliqué. Les distances sont plus longues, en fait, en fonction également du moyen de transport. C'est pour ça que je parle, que je l'ai lié. Et vous vous rendez bien compte que les technologies de communication raccourcissent en quelque sorte également les distances. Les courriers, par exemple. Avec le courrier, vous pouvez communiquer quelqu'un de très éloigné, mais c'est assez lent. Avec le téléphone fixe, vous pouvez communiquer. C'est bien. Vous pouvez communiquer à distance, de manière instantanée, entre deux personnes.
voire quelques groupes de personnes. Mais ça ne permet pas d'avoir une démocratie directe. Pas encore. Si vous avez par contre Internet, vous pouvez faire quasiment instantanément des votes en ligne avec toute la population, ce qui pose d'autres problèmes, hein, bien évidemment, de secret notamment, et de protection du vote, pour que le vote soit secret. Pourquoi il doit être secret? Pour qu'il n'y ait pas trop d'influence des pairs, donc des gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous obliger, rien que par la pression sociale qu'ils exercent par leur présence au moment du vote, par leur présence au moment du vote, donc ça pose d'autres problèmes. Mais on peut imaginer une démocratie directe sur un très très grand pays, avec des votes en ligne, avec des débats dans des salles, des sous-salons, pour débattre, bien sûr, etc. Si vous en trouvez d'autres, mais disons que ces deux-là sont plus saillants, quoi. C'est les premiers, quand on réfléchit à ce genre à la dépendance de la Constitution à un contexte réel, on peut penser très rapidement à cela. Bien, mais il y a aussi, du coup, une dépendance au contexte culturel, social et politique. Alors ça, c'est un peu moins évident. Mais on le sent quand même. Le contexte culturel, social et politique peut avoir des effets sur le consentement à une constitution. En fonction des normes, des valeurs, des représentations de la population, elle va pas forcément consentir à une constitution. Et donc sa mise en place et son application va être compliquée. Elle va avoir des effets. Cette constitution va s'appliquer différemment de la manière dont elle est censée s'appliquer. Sa mise en place va être difficile pour cause de révolte, une tentative de révolte, voire même une révolution qui empêche complètement la constitution que vous voulez mettre en place d'être mise en place. Et par rapport à l'objectif des constituants, du coup, ça dépend de l'objectif des constituants, leur constitution n'est pas forcément la bonne à ce moment-là, en raison d'un contexte culturel et social et politique particulier. Si votre objectif, c'est prenons un objectif qui devrait pas être un objectif normalement, juste d'être au pouvoir en tant que vous-même, hein, une espèce de dictateur, un autocrate, une seule personne qui dirige, et que ce soit vous. Bon, si vous essayez ça, dans un pays qui est démocratique, si vous le faites maintenant, vous n'allez pas réussir, parce que vous allez avoir une révolution contre vous allez peut-être vous faire guillotiner, ou tuer lors de la révolution, parce que vous n'allez pas réussir. Et puis si vous mettez en place une constitution avec un gouvernement, tout ça, un semblant de démocratie, mais quand même vous au pouvoir, finalement, s'ils sont très attachés à l'idée de collégialité, on va prendre des exemples après, et ça va être compliqué. Bon, prenons quelques exemples, on va en prendre 5. 5 c'est bien, j'en ai fait 5. Mettre en place une monarchie, pourquoi pas, dans un pays où l'hérédité est considérée comme un privilège intolérable car non méritocratique. Donc, vous comprenez peut-être pas tous les mots, mais normalement ça devrait aller. Monarchie, donc un monarque, alors on va le mettre, toujours le monarque, donc qui tient son titre de son père ou de sa mère, qui tient par héritage, donc l'héritage ça devrait aller, c'est le fait que il y a une transmission entre les générations, d'un droit par exemple, ou d'un titre, ici le titre de monarque, donc de roi, mais dans le pays où c'est considéré cette hérédité, ce fait de gagner, d'avoir quelque chose du fait de son appartenance à une certaine famille, du fait d'être l'héritier, de descendre de quelqu'un, mais de faire partie de la génération qui suit une autre, enfin bref, l'héritage, dans cette société-là, imaginons, est considéré comme intolérable car non méritocratique, c'est-à-dire que, non méritocratique, parce que, dans ce pays-là, imaginaire, ils veulent que toute personne ait ses titres et ses biens en fonction du mérite personnel. Et donc, toute idée d'héritage, donc, de droit, de biens acquis du simple fait qu'on est le fils d'eux ou la fille d'eux, ça leur pose problème. À partir de ce moment-là, vous n'arriverez pas à mettre une monarchie en place. Si vous mettez en place une monarchie, le monarque ne peut pas agir tout seul, il va élire un gouvernement. Bon, déjà, il y aura des révoltes si le monarque, dès que le monarque va vouloir prendre la parole, ils vont pas aimer le monarque, pour éviter la révolution, votre gouvernement
va en réalité prendre toute la place. Donc là, c'est un gouvernement, c'est la représentation d'un gouvernement, et du coup, vous allez être un tout petit monarque, ce sera pas vraiment une monarchie, du coup. La monarchie, ce sera une démocratie, ou une aristocratie, plutôt, ou quoi que ce soit d'autre, mais ce sera pas une monarchie absolue, ce sera pas en tout cas une autocratie, où il y aura un monarque absolu. Il n'aura peut-être même plus aucun pouvoir, du coup, vu qu'il sera complètement délégitimé aux yeux de la population, puisqu'il le tient de son héritage, du fait qu'il appartient à telle ou telle famille. Vous voyez l'exemple? Ça ne marchera pas parce que les valeurs de la population ne vont pas avec le régime, avec la constitution que vous voulez mettre en place, avec le régime que vous voulez mettre en place. Deuxième exemple. Allez, mettre en place une démocratie représentative, pourquoi pas, avec un président de la République qui soit en quelque sorte arbitre. Donc il n'a pas de réel pouvoir, sinon une espèce d'arbitre qui pourrait permettre, du coup, par certains de ses pouvoirs particuliers, pourrait permettre de résoudre les conflits entre l'exécutif, le gouvernement, et le Parlement. Mettons en place, alors, la population, du coup, qui va élire un président ou une présidente, là c'est une présidente, et un Parlement. Donc, le président, je l'ai fait plus petit, enfin la présidente, je l'ai fait plus petite que le Parlement. Pourquoi? Parce que c'est un président arbitre. Du coup, le président élit son gouvernement, plus important du coup que le président, que la présidente ici. Mais la population en réalité croit en l'homme providentiel, ou la femme providentielle, et donne du coup plus de légitimité à la présidente de la République qu'au Parlement. Et donc forcément, le Parlement, le gouvernement va pas avoir de légitimité, va pas avoir le soutien du peuple pour agir, et au final, dans son arbitrage, le président va plutôt ordonner, et avoir beaucoup plus d'influence, beaucoup plus d'importance, autant aux yeux de la population que dans les institutions, dans la pratique de la Constitution, et votre démocratie représentative, avec un simple président de la République arbitre, ne sera pas là, ce sera pas le cas. Troisième exemple, allez. Cette fois, on va mettre en place une autocratie, donc, une autocratie militaire, donc, un général ou un maréchal, qui décide tout seul, qui a la majorité, la très large majorité des pouvoirs. Allez, on le met, le voilà. Mais l'armée en réalité est faible. Bon, ça c'est pas si important en réalité dans ce que je vais dire qu'il va se passer si vous essayez de faire une autocratie militaire. En réalité, le problème c'est que l'armée ici, dans le cas imaginaire, croit en la démocratie. Donc, en l'importance du vote du peuple. Une autocratie militaire, ça va pas pour l'armée. Il croit aussi en la collégialité du pouvoir, donc pas une seule personne qui dirige. Pas d'autocratie. Au moins, à la minimum d'une aristocratie et d'une démocratie, du coup, vraiment tout le monde qui discute, et si c'est représentatif, du coup, un parlement, peut-être un gouvernement avec pas forcément une tête, ils sont peut-être même un espèce de collège comme c'est le cas en Suisse actuellement, je crois. Je crois qu'il y a un collège exécutif, comme c'était le cas en France également au moment du directoire. Du coup, il y avait plusieurs personnes qui avaient la tête de l'exécutif, ensemble, du coup, ils devaient prendre des décisions ensemble. Voilà, et ben là, votre armée, elle va pas accepter, elle va se retourner contre le général, contre le maréchal. La hiérarchie militaire ne suffira pas, l'armée elle-même va se retourner contre le général, contre le maréchal. En réalité, personne, aucun général, aucun maréchal n'aurait l'idée de mettre une autocratie, d'essayer de faire une autocratie, si l'armée elle-même s'y oppose. Et en plus là, dans notre cas, j'ai dit que l'armée était faible, mais même si elle est forte, du coup c'est pas forcément... Ça s'applique aussi. Mais si elle est faible en plus de ça, la population peut participer, renverser elle-même ce dictateur. C'est pas le meilleur exemple. Hein. Exemple numéro 4. Bon, on va mettre en place une démocratie directe. On veut mettre en place une démocratie directe, donc tout le monde participe réellement à la reprise de décision, il n'y a pas de représentant du peuple, c'est à la limite le tirage au sort parmi la population, mais pas d'élection. Démocratie vraiment directe. Dans un pays très religieux par contre. Démocratie directe dans un pays très religieux, qui croit du coup en la légitimité de leur clergé et des textes sacrés. Et ben, de fait, faire cette démocratie directe va faire qu'il y aura une théocratie, et pas une réelle démocratie, c'est-à-dire que le clergé va prendre le pouvoir. Déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, la population,
va directement déléguer ou être influencé par le clergé. Ici, disons les prêtres du Saint-Crayon. Ça n'existe pas, hein, évidemment, je crois pas. Et du coup, les textes sacrés du Saint-Crayon qui disent comment est-ce que le crayon a fait pour écrire le monde. Une situation imaginaire, hein, pourquoi pas, religion imaginaire. C'est pas important. Et du coup, ils vont se prosterner devant le clergé, qui vont déléguer eux-mêmes le pouvoir, ils vont voter selon les desiderata, selon les volontés du clergé et selon les textes sacrés. Au final, c'est une théocratie. Théocratie avec une participation de la population qui va du coup, peut-être même directement, décider ensemble qu'ils n'ont plus le pouvoir. En tout cas, ils vont se conformer à ce que dit le clergé, les textes sacrés, ce sera une théocratie. Et non une démocratie directe, dans le sens qu'on utilise. Voilà. Exemple numéro 5. Exemple numéro 5, et le dernier exemple, avant de passer à la suite. Mettons en place une épistocratie. Épistocratie, du coup, vous connaissez probablement pas ce terme, parce qu'il est très très peu utilisé. Ça ressemble en fait à technocratie, mais c'est pas tout à fait la même chose, puisque l'épistocratie, donc là, généralement, c'est dans une aristocratie, mais elle peut se rapprocher de la démocratie ou d'un régime plus autoritaire. Ça dépend. C'est l'idée que ceux qui dirigent sont ceux qui ont les compétences, qui ont le savoir, les connaissances requises pour décider dans le domaine dans lequel ils doivent prendre les décisions. Par exemple, si vous prenez une décision en matière économique, vous allez avoir une influence, en tout cas une participation accrue de tous ceux qui ont fait des études d'économie. Tous ceux qui sont économistes. Qui s'intéressent vraiment au sujet. Et donc pas de reste de la population. Donc avec cette épistocratie, imaginons un suffrage capacitaire. Donc suffrage capacitaire, donc déjà épistocratie, mettons les petits scientifiques, voilà. Ça c'est la population. La population, bref, ils sont pas du coup ensemble. Suffrage capacitaire, comment vous expliquez ça? C'est l'idée que ceux qui ont le droit de vote sont ceux qui ont certaines compétences, justement, certains savoirs. Alors ça peut passer sur un niveau de diplôme requis, par un examen passé avec soit un QCM ou autre chose, ou un examen de type dissertation, ou commentaire d'un texte, bref, un examen, question de connaissance, question de réflexion, peu importe l'examen, ça peut être soit, du coup, bref, ou alors des professions. Ah oui, ça peut être aussi des professions, suffrage capacitaire, en fonction des professions que vous exercez. Par exemple, si on juge que c'est une question économiste, on va demander aux économistes à tout ce qui travaille dans la finance et pas demander aux plombiers. Par exemple, hein. Bref, un suffrage capacitaire. Ceux qui votent sont ceux qui ont la capacité de le faire, ou qui ont la capacité de le faire dans tel domaine si c'est réparti en domaines. Ça, c'est beaucoup plus compliqué de penser l'épistocratie, de le résumer en quelques secondes, en quelques minutes, disons. Donc continuons. L'épistocratie, vous voyez l'idée. La population, le problème c'est que la population, elle ne croit pas en la science en politique. Elle pense que c'est la décision du plus grand nombre qui est la meilleure. Elle croit donc en une démocratie minimum représentative, quoi. C'est la décision du plus grand nombre qui compte et pas la décision. La science n'a rien à faire en politique. La politique n'est pas une affaire de science, c'est une affaire de décision qui est plus d'ordre philosophique, d'ordre politique en tout cas, qui ne nécessite pas de connaissances particulières ou une influence particulière des personnes ayant travaillé, ayant vraiment bossé le sujet, quoi. Donc des scientifiques, des philosophes, etc., ceux qui ont les savoirs, les capacités, voire l'intérêt, hein. L'épistocratie ça peut être ça aussi, la simple idée d'intérêt, de réel investissement dans la question peut être aussi une demande pour le suffrage capacitaire. Enfin, une demande. Une des raisons du suffrage capacitaire, des fonctionnements. Le suffrage capacitaire, là, la dame, elle vous résume très bien, elle vous montre, vous avez, pour exercer le droit de vote, vous devez avoir certaines connaissances, là, c'est représenté par des livres, c'est très bien. Et donc, vous voyez, ça c'est ceux qui ont le droit de vote. Ils sont du coup moins nombreux que le reste de la population. Parce qu'évidemment, il est très peu probable que tout le monde ait le niveau Bac plus 3, si c'est par exemple le niveau de diplôme qui est requis. Mais, j'ai dit la population ne croit pas en la science politique et contre la décision du plus grand nombre. Le reste de la population va se retourner contre les scientifiques, va se retourner contre ceux qui ont le droit de vote. Ceux qui ont le droit de vote eux-mêmes peuvent d'ailleurs participer avec la population, hein, en partie,
contre ce régime qui ne va pas, du coup il va y avoir un conflit. C'est fini, votre aristocratie ne tiendra jamais. Il y aura une révolution, des révoltes. Et au moins que vous ayez l'armée avec vous, ça va être très très compliqué, et même sur le long terme, avoir l'armée avec soi, c'est pas forcément suffisant, puisque n'oublions pas que l'armée recrute quand même dans la population générale. Donc même si les personnes qui essaient de mettre en place une aristocratie dans ce cas-là, ils vont pas réussir forcément. Bref, continuons, je dis que c'est un épisode plus court, et il est pas plus court, là. Parce que je m'explique trop. Hein. Si vous connaissiez tous ces mots, ça ira beaucoup plus vite. Pour conclure sur cette partie, le contexte matériel, on peut le changer par le progrès de la technique ou par le changement de la taille du pays, la démographie, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, le contexte culturel, social et politique, il n'est pas immuable, ça c'est sûr, on peut le changer, faut convaincre, faut discuter entre nous, il faut vraiment la convaincre, persuader, hein, la différence entre convaincre et persuader, je vous laisse faire vos recherches si vous la connaissez pas, mais vous pouvez convaincre, persuader, argumenter en faveur de ce que vous voulez comme constitution. Ou essayer de le faire par la force, hein, mais ça c'est plus compliqué, mais si vous voulez changer le contexte culturel, social et politique, la propagande, la discussion, convaincre, persuader, c'est vraiment essentiel, et c'est possible. C'est possible. Vous pouvez changer, le contexte culturel, social et politique change fréquemment, il change au gré des discussions, au gré des événements, au gré de l'influence également de choses extérieures au pays, l'influence d'étrangers, l'influence justement des événements qui sont pas purement sociaux, purement culturels, comme un ouragan, des problèmes agricoles qui peuvent au final avoir un impact sur les normes, les représentations, les valeurs de la population, sur le contexte culturel, social et politique. Donc, il n'est pas immuable, et on peut avoir une influence dessus. Alors, du coup, la constitution n'est pas parfaite et universelle. Ça, c'est l'idée. Il n'existe pas de constitution parfaite et universelle. Maintenant que j'ai répondu à cette question, je vais quand même vous dire que il existe une meilleure constitution dans un contexte donné. Je m'explique. En fait, c'est un postulat. Dans le sens où on ne le démontre pas, mais pour notre raisonnement dans cette série, on est obligé de faire ce postulat-là, sinon ça ne sert strictement à rien, en fait, de réfléchir. Ce postulat, c'est donc qu'il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, afin de réaliser tel objectif. Sinon, à quoi est-ce que ça sert de rechercher une meilleure constitution, de rechercher à faire une constitution, si on pense que toutes les constitutions se valent, dans le même contexte, en tout cas, se valent, etc. Ça ne sert à rien du tout. Ou alors à défendre ses propres intérêts ou les intérêts d'une classe, mais du coup, ça c'est un objectif. Défendre ses intérêts, défendre les intérêts d'une classe, ça peut être un objectif. Et dans ce cas-là, il faut aussi croire qu'il existe une constitution meilleure pour réaliser cet objectif, sinon à quoi ça sert, vraiment? C'est un postulat. Je ne peux pas le démontrer comme ça. Ça semble presque évident, en fait. Mais il y a probablement des critiques à faire. Si vous avez des critiques envers ce postulat, pourquoi pas? Est-ce que c'est vrai? Bonne question. Est-ce que c'est réellement vrai? Bonne question. Mais en tout cas, ça ne servira à rien de faire cette constitution s'il n'y avait pas cette croyance, disons ce postulat-là, au départ. Bien évidemment, là je le précise, le contexte changeant, contexte culturel, contexte matériel, ça change. Du coup, la meilleure constitution possible, dans le contexte, change. Le contexte change, la meilleure constitution possible change. C'est logique. La constitution ne doit donc pas être immuable. C'est-à-dire qu'elle doit, immuable, l'idée de se mouvoir, de se déplacer, elle doit pouvoir changer. Donc là, je vous envoie aux épisodes sur la révision constitutionnelle qui n'arriveront pas avant un moment, si vous regardez ça au moment de la sortie, dans 10 épisodes, donc dans presque 3 mois, quoi. Minimum dans 3 mois. Donc, si vous regardez au moment de la sortie. Mais bref, sinon vous allez voir, sur la révision constitutionnelle, on en parlera, évidemment, puisque il faudra savoir s'il faut réviser ou non la Constitution. Si on doit ou pas, si on doit permettre ou pas de réviser la Constitution. Allez, on arrive à la fin. Donc, je rappelle juste ici l'objectif de la Constitution, qu'on a défini à l'épisode 3, il me semble. Le bonheur de tous et de chacun. Bien évidemment, c'est un
un objectif qui pose de nombreux problèmes, de nombreuses questions, dont on reviendra fréquemment, je pense, au moment où on rencontrera réellement ces questions, notamment lorsqu'on essaiera lorsque je vous présenterai des applications plus concrètes, quand on entrera dans est-ce qu'il faut ceci, est-ce qu'il faut cela, est-ce qu'il faut par exemple un président ou non. Même la prochaine fois, on va parler du régime. Ah, je vous spoil un peu. La semaine prochaine, on parle du régime politique. Et vous verrez, bon, je vous spoil pas l'épisode, c'est pas la peine. Ce serait vous gâcher le plaisir. Concluons, l'épisode plus court n'est pas si court. Une constitution est donc dépendante du contexte matériel, donc on a dit démographie, distance, transport, technologie de communication et peut-être d'autres choses, dépend du contexte culturel, social et politique, donc les valeurs, les représentations, les croyances, les normes, les acteurs en présence, également. Quoi d'autre? Puisqu'on vient de le voir. Le postulat pour cette série, c'est qu'il existe une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné. Donc il n'y a pas de constitution parfaite universelle, mais dans un contexte donné, il y a une constitution meilleure que les autres. Afin de réaliser tel objectif, bien évidemment, car tout dépend de l'objectif. Selon l'objectif que vous visez, la meilleure constitution sera pas la même. Si mon objectif c'est une démocratie, bon ça semble, pourquoi pas, imaginons que ce soit un type d'objectif. Pour moi, ça ne doit pas être un objectif, le type de régime ne doit pas être un objectif en soi. Mais imaginons ça, c'est sûr que passer par une autocratie, ça ne marche pas, évidemment. Et si vous avez d'autres objectifs, une autocratie, ça peut être bien. Je dis pas qu'il faut une autocratie, on n'y est pas. On n'est pas du tout à ces questions-là. C'est pas du tout ce que je dis. Mais alors, quel régime du coup, pour cette nouvelle constitution, pour la France actuelle? Voire pour la France du futur? Le contexte évoluant. On peut peut-être anticiper le futur. Ce qui est très très difficile, n'essayez pas, ce qui est de vous en mordre les doigts, anticiper le futur. Il y a des gens qui ont existé, on retient que ceux qui ont réussi, ce qui est logique. Mais on ne réussit pas toujours. Donc, je vous laisse, j'espère que vous avez compris cet épisode. Tout ce que je voulais dire, c'était qu'il n'existait pas de constitution parfaite universelle, mais que ça dépendait du contexte matériel, social, culturel, mais qu'évidemment, il est nécessaire d'avoir l'idée qu'il y a une constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, sinon, ça ne sert à rien d'y réfléchir. Voilà. C'était tout. Merci d'avoir regardé cet épisode qui était aussi long que les autres finalement. J'espère qu'il vous a plu, mettez des commentaires, des likes, tout le tralala, abonnez-vous si ça vous a plu. J'étais un peu plus détendu cette fois parce que c'est un sujet qui est, dans un sens, un peu plus simple et un peu moins clivant, disons. Donc voilà. Merci encore, c'était Elsker et à la prochaine.